Merci de votre fidélité sur nos antennes. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en version française. Voici les titres de l'actualité. Sur la scène internationale, Donald Trump évacué au dîner des correspondants de la Maison-Blanche après des coups de feu. Le suspect interpellé est entre les mains de la police. On en sait plus sur son profil. Lors du discours du président de la refondation à Touliar, la question des bourses universitaires revient au premier plan. Une revalorisation est actuellement à l'étude. Rencontre entre la génération Z et le Premier ministre chef du gouvernement malagasy, des échanges fructueux aboutissant à la création d'un cadre d'expression et d'implication des jeunes malagasy. À la une des actualités internationales, comme je viens de l'annoncer dans nos titres précédents, Donald Trump évacué du dîner des correspondants de la Maison-Blanche après des coups de feu. Il est sain et sauf, en sécurité. Lui qui assistait hier soir au gala des journalistes accrédités à la Maison-Blanche, où des détonations ont été entendues. Panique sur place, un membre de la sécurité touché, un homme est appréhendé par la police, suivant les dernières informations. Les images de vidéosurveillance ont été publiées par Donald Trump lui-même sur son réseau Truth Social. On y voit un homme forcer le périmètre de sécurité. Les agents pointent leurs armes sur lui. Dans la salle du dîner, des détonations retentissent. Le président est évacué par le Secret Service, tandis que les convives se précipitent sous les tables. Nous avons entendu une série de détonations. Ça ressemblait à des coups de feu. On nous a dit « Les amis, mettez-vous au sol ». Après les tirs, on a regardé l'estrade et j'ai vu que le président Trump avait été évacué. Tout ça est arrivé en quelques secondes. C'était très rapide. À l'instar du président américain, tous les responsables fédéraux sont sains et saufs. Seul un membre des forces de l'ordre a été atteint par un tir, mais son gilet pare-balles a arrêté le projectile. Cette photo montre le suspect neutralisé et menotté au sol. Il a été placé en détention et comparaîtra lundi devant la justice. Après être revenu à la Maison-Blanche, Donald Trump a tenu une conférence de presse improvisée et promis de réorganiser l'événement dans les 30 jours. Il sera encore plus gros, encore meilleur. Je veux remercier tous ceux qui ont été impliqués, remercier aussi la presse, les médias. Vous avez été très responsables dans votre couverture de l'événement. Le républicain assistait pour la toute première fois en tant que président au dîner des correspondants de la Maison-Blanche, un raout annuel réunissant journalistes et personnalités du monde politique et économique qu'il avait toujours boudé depuis son arrivée au pouvoir. Et avant cet incident, Donald Trump avait hier soir annulé le déplacement de ses émissaires à Islamabad. Toujours aucune négociation prévue avec Téhéran. La solution anti-crise n'est donc pas pour tout de suite et toujours pour Donald Trump. Le tireur présumé, selon les derniers éléments, un client de l'hôtel où se déroulait le gala, Loïc Piala, correspondant de France 24 en Koala, était près de sa maison en Californie. Il nous en dit plus sur le profil du suspect. Ce que l'on sait, c'est que c'est un homme de 31 ans, un homme qui était enseignant dans cette ville de Torrance, au sud-ouest du centre de Los Angeles, dans le comté de Los Angeles, un enseignant qui était diplômé de Caltech, l'une des universités les plus prestigieuses du pays, avec un diplôme d'ingénierie. Il avait notamment conçu un frein d'urgence pour un fauteuil roulant. Politiquement, il était semble-t-il affilié à aucun des partis, mais en octobre 2024, il aurait fait un don de $25 à une organisation liée au Parti démocrate, en octobre 2024, pendant la campagne présidentielle de Kamala Harris. On a, d'après les autorités, peu d'éléments sur les raisons de son acte. Vous disiez, il était, semble-t-il, client de cet hôtel, il dormait à cet hôtel et il a dit qu'il voulait, en gros, faire le plus de mal possible à des membres de l'administration Trump. Mais encore une fois,
pas d'éléments. Les officiers, les agents du FBI qui étaient présents il y a encore quelques minutes ici, qui sont entrés dans cette maison environ 50 mètres derrière moi, ont peut-être à l'intérieur de cette maison trouvé des éléments pour expliquer les raisons de cet acte. Et maintenant, à présent, intéressons-nous aux actualités nationales. Une hausse de 20% pour les bourses d'études, 30% pour les allocations d'équipement, promesse du président de la refondation lors de son passage à l'université de Touliar. De nombreuses actions ont également été entreprises par le président de la refondation de la République de Madagascar dans le sud-ouest de l'île la semaine dernière. Récit de Marchara Marcout et Babi Stéphane. Plus d'1,8 million personnes sont menacées de famine et 550 000 enfants sont exposés à la malnutrition aiguë dans le sud et sud-ouest de Madagascar. Face à cette situation alarmante, le Programme alimentaire mondial, le PAM, a remis 5 000 tonnes de sorgho à l'État malagasy. Ce sorgho, destiné aux populations affectées par les impacts des catastrophes naturelles, fait partie d'un volume total de 7 300 tonnes de denrées alimentaires, incluant également du riz, des légumineuses, de l'huile, ainsi que des aliments nutritionnels destinés aux enfants et aux femmes allaitantes. Ces vivres, mobilisés par le PAM grâce à une contribution de 11 650 000 $ du gouvernement des États-Unis, permettront de soutenir plus de 280 000 personnes qui recevront une ration alimentaire complète pendant 3 mois, ainsi que de 89 000 enfants âgés de 6 à 23 mois. Le gouvernement malagasy a mis en place des programmes visant à apporter des solutions durables dans la lutte contre l'insécurité alimentaire afin de réduire la dépendance aux aides extérieures, selon le président de la refondation de la République de Madagascar. L'agriculture, les filières sociales, l'éducation et l'adaptation au changement climatique seront mis en valeur. En complément, 600 000 $ ont été alloués pour soutenir la continuité du service aérien humanitaire des Nations Unies, essentiel pour permettre à la communauté humanitaire d'atteindre les zones enclavées et difficiles d'accès. Ce service assure notamment le transport de médicaments, de vaccins, les évacuations médicales ainsi que les déplacements du personnel humanitaire et le développement sur le terrain. Depuis 2020, les États-Unis demeurent un partenaire de longue date du PAM, permettant de renforcer significativement les actions de lutte contre l'insécurité alimentaire et les crises nutritionnelles à Madagascar. Dans le domaine de l'éducation, bon nombre des établissements publics sont en très mauvais état et infrastructures vétustes. Le PP Bessakou en est un exemple. Le colonel Michael Randenirin, ancien élève de cet établissement, a promis sa réhabilitation et une autre école sera également construite. D'autres écoles publiques primaires et secondaires bénéficieront aussi des travaux de réhabilitation ainsi que d'équipements tels que des tables bancs fournis par le ministère de l'Éducation. Une hausse de 20% des bourses et 30% des équipements est envisageable, a mentionné le président de la refondation de la République de Madagascar lors de sa rencontre avec les étudiants de l'université de Mandai à Touliar. Un équipement solaire pour l'énergie ainsi que des travaux pour l'accès à l'eau potable ont déjà été effectués. Par ailleurs, une dotation d'une centaine d'ordinateurs connectés à Internet a marqué le passage du chef de l'État. Voilà pour les actualités de Touliar, mais à Antananarive, il y a 2 jours, le Premier ministre de Madagascar, Mamtina Radzonarson, a invité des représentants du mouvement Gen Z à une rencontre au palais de Mazoarive pour discuter de l'avenir de la jeunesse. Cette initiative visant à apaiser les tensions politiques a été marquée par la présence d'une centaine d'organisations, malgré le refus d'une partie du mouvement de dialoguer suite à l'arrestation de plusieurs meneurs. Un dialogue suite à l'arrestation de plusieurs mineurs, comme je l'ai dit, un dialogue constructif résume la rencontre entre le Premier ministre et les représentants de la génération Z. L'importance accordée aux jeunes a été mise en avant, notamment en matière de
responsabilisation, d'accompagnement dans la création d'emplois, ainsi que de la mise à disposition d'espaces pour qu'ils puissent s'exprimer. Il a également été annoncé qu'une structure sera mise en place au sein de la primature afin d'offrir un cadre d'expression et d'implication aux jeunes. Enarabetang sur les images de Yaza, Vassafun Piazza. C'est à 9h du matin que les représentants de la génération Z, issus de plus de 100 associations provenant de différentes régions à travers le pays, sont entrés au palais de Mazoarive. Ils ont exprimé leur volonté de répondre à l'appel de l'État à travers le Premier ministre, chef du gouvernement, en participant à cet atelier de réflexion et d'échange visant à renforcer et à faire avancer la politique de réforme nationale. Cet atelier, qui a duré environ 6 heures, a été marqué par des échanges et une écoute mutuelle entre les deux parties. Le Premier ministre a souligné qu'une attention particulière sera portée aux attentes de ces jeunes de la génération Z, notamment en ce qui concerne leur responsabilisation, le soutien à la création d'emplois et l'octroi d'un espace d'expression dans le cadre de la gouvernance de réforme. Les demandes liées aux régions d'origine seront également traitées en fonction de leurs spécificités. Enfin, le Premier ministre a annoncé la mise en place au sein de la primature d'une structure destinée à valoriser les jeunes et à leur permettre de prendre des responsabilités. Cette lettre, envoyée par le président de la réforme au Premier ministre, indique que la jeunesse est le fer de lance du changement et que toutes les autres composantes de la société doivent être associées à cette œuvre, affirme le Premier ministre. Cela a été réaffirmé aux jeunes dans l'esprit du président de la réforme. Il constitue la base même sur laquelle repose le processus de refondation. Au niveau de la primature en particulier, une structure sera mise en place afin de permettre aux jeunes de participer en tant qu'analystes, décideurs, exécutants et observateurs tout au long de cette réforme. Tel est, selon le Premier ministre, le résumé de la rencontre d'aujourd'hui. Par ailleurs, ce dimanche, les activités se poursuivront avec une course organisée par le ministère de la Jeunesse et des Sports afin de démontrer l'unité et la solidarité. La mise en place de cette structure au sein de la primature se fera prochainement en fonction des compétences des jeunes, a précisé le Premier ministre. Des adultes y seront également intégrés, mais une priorité sera accordée aux jeunes. Les ministères ont déjà reçu l'instruction d'attribuer des postes aux jeunes. Ceux qui le méritent devront passer par un processus de sélection. Il sera également tenu compte de l'ensemble des jeunes à travers le pays et pas uniquement de ceux qui se sont engagés activement. Certes, ces derniers feront l'objet d'une attention particulière, mais tous les jeunes malgaches ne seront pas pour autant négligés. Dans un souci de transparence et de partage, le Premier ministre a également indiqué que les propositions écrites issues de cette rencontre entre la génération Z et la primature seront rendues publiques. Et toujours pendant cette conférence de presse, le Premier ministre a également fourni des explications concernant son déplacement à Washington, déplacement marqué par des négociations avec le Fonds monétaire international et la Banque mondiale en vue d'améliorer et de renforcer leur financement à Madagascar. L'intensification des efforts pour prolonger l'AGOA à 3 ans au lieu d'une seule année, comme prévu dans l'accord précédent, a également été mise en avant. Il a par ailleurs été précisé qu'aucune signature ni décision n'a encore été prise concernant le projet Varmada. Les détails. Outre les négociations et discussions avec le FMI et la Banque mondiale concernant le renforcement et l'amélioration du financement à Madagascar, le Premier ministre a également souligné, lors de la mission de la délégation malgache à Washington, l'importance de prolonger l'AGOA pour une durée de 3 à 4 années au lieu d'une seule année. Lors de ce déplacement, des échanges ont eu lieu avec le FMI et la Banque mondiale pendant les réunions de printemps, au cours desquelles des négociations ont été menées sur les financements à mobiliser pour Madagascar. Par ailleurs, les États-Unis ont accueilli favorablement la demande de Madagascar visant à prolonger l'AGOA. Environ 200 000 emplois à Madagascar dépendent de ce programme. Celui-ci, qui avait été suspendu, a été rétabli par les États-Unis depuis le mois de février dernier. Il est actuellement valable depuis octobre 2025 et prendra fin en 2026.
Si jamais ce programme venait à être interrompu sans prolongation, affirme le Premier ministre, plus de 200 000 emplois seraient menacés. C'est pourquoi une demande a été faite auprès des autorités américaines afin d'étendre sa durée à 3 ou 4 ans dans le but de soutenir l'économie nationale. Concernant le projet Varmada ou la base de Tuléar, aucun document n'a été signé en raison des problèmes non résolus empêchant l'avancement du projet. Les informations diffusées sur les réseaux sociaux à ce sujet sont donc inexactes, affirme toujours le Premier ministre. Il a également précisé que le sujet a bien été abordé avec les Américains et que les discussions vont se poursuivre, mais aucun accord n'a été conclu concernant Varmada. La coopération entre le gouvernement américain et le gouvernement malgache reste ainsi stable et harmonieuse. Et dans un tout autre sujet, la mère de Damian Rangiamanantena a reçu Madame Elisa Rangianirine, épouse du président de la refondation de la République, cette semaine. Cette rencontre intervient à la suite d'un appel à l'aide lancé par la famille de l'enfant. Âgé de 11 ans, Damian souffre d'une maladie rare et grave, nécessitant une prise en charge médicale spécialisée. Lors de cette visite, Madame Elisa Rangianirine a exprimé son soutien à la famille et a apporté une assistance à l'enfant touché par sa situation. Selon les informations recueillies, les autorités ont déjà mobilisé des spécialistes afin d'évaluer l'état de santé de l'enfant. Une prise en charge médicale adaptée est actuellement à l'étude également. À part cela, l'association Fandir, lancée par Elisa Rangianirine, épouse du président de la refondation de Madagascar, est officiellement active depuis le 31 janvier 2026. L'association se fixe pour mission de promouvoir le développement économique et social, de renforcer le Fiavanan ou la solidarité malgache et d'encourager un modèle social fondé sur l'amour, le respect de la vérité et de la justice. Célébrée chaque 6 avril sous l'égide des Nations Unies, la journée internationale du sport a été commémorée à Madagascar du 24 au 26 avril avec une clôture cet après-midi. Le Stade Barea de Mamas n'a servi de cadre à l'événement, accueillant stands et animations, offrant une vitrine aux fédérations sportives nationales. Cette édition, marquée par la 4e célébration de la Journée internationale du sport dans le pays, couplée de la 2e édition du Salon national des sports. La cérémonie d'ouverture officielle de la Journée internationale du sport a donc été marquée à Madagascar et a vu la présence de nombreuses autorités et personnalités publiques pendant 3 jours. La capitale a donc vécu au rythme de diverses activités sportives et d'animation. Reportage de Avchinela Rakutuarsu. Cette année, la Journée internationale du sport est placée sous le thème « Le sport crée des ponts, briser les barrières ». Le sport y est célébré comme un vecteur de développement, de cohésion sociale et de paix. Un message mis en avant par le haut conseiller de la refondation de la République, le médecin général Manantena Marcelin Zavitasson Ranwilson, qui a rappelé que le sport est accessible et destiné à tous. D'autre part, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Alain Rassamban, a souligné que le développement du sport fait pleinement partie de la politique de l'État. Si les résultats enregistrés ces dernières années sont encourageants, de nombreux efforts restent encore nécessaires pour renforcer le secteur. Il a notamment insisté sur la poursuite des actions en faveur de la promotion du sport, tant au niveau national qu'international. Dans cette optique, une priorité est accordée à la modernisation, à la réhabilitation et à la construction des infrastructures sportives sur l'ensemble du territoire. L'objectif est de consolider les bases du développement sportif et d'améliorer les conditions de pratique. Le ministre a également rappelé l'importance d'accompagner et de soutenir les athlètes malagasy afin de renforcer leur compétitivité et de leur permettre de mieux représenter le pays sur le scène international. Par ailleurs, le gouvernement se dit ouvert à la coopération avec les partenaires techniques et financiers internationaux pour consolider un développement durable du sport à Madagascar. Ny ataoko hoe ny voninahim-pirenena satria ny tanora tia faranjahantena tsy vitany hoe miaro
De son côté, lors de la course de la solidarité organisée dans le cadre de la 3e journée, le Premier ministre Mamtine Radzonarson a souligné que le sport doit être une source de revenus pour les athlètes et non une contrainte. Dans le contexte de la refondation, il a indiqué que toutes les propositions pertinentes pour le développement du sport devront être prises en compte lors de la concertation nationale. Cette édition est marquée par l'implication des différentes fédérations couvrant les disciplines individuelles, collectives, mécaniques ainsi que paralympiques. Plusieurs anciennes gloires du sport ont été honorées aux côtés des champions, ayant ici haut les couleurs du pays, mettant ainsi en lumière le rôle du sport dans la promotion de la paix et de l'inclusion. Les 20 entités onusiennes signataires du plan cadre de coopération ont présenté cette semaine leur rapport annuel des résultats 2025. Leur travail se sont focalisés sur la bonne gouvernance, le développement du capital humain, la transformation économique ainsi que la protection de l'environnement. Nalsuranjia Masndour sur les images de Fadi Ranjiamanan. À Madagascar, beaucoup de personnes ne disposent pas encore ni d'acte de naissance ni de carte d'identité nationale. Plusieurs associations travaillent dans ce sens. Certaines ont reçu des financements du système des Nations Unies qui ont permis de délivrer 10 300 cartes actes de naissance et 2 500 cartes d'identité dans le Grand Sud de Madagascar. Les Nations Unies œuvrent également dans la santé à Madagascar. La poliomyélite est éradiquée. 165 000 personnes ont accès à l'eau potable. Sur le plan économique, 6 000 ont pu être intégrés dans le monde professionnel, 1 300 micro et moyennes entreprises créées. Le système des Nations Unies s'occupe également de la protection de l'environnement. 6 000 hectares de forêts restaurées et 156 000 hectares d'aires protégées bénéficient d'une meilleure gestion. 212 millions de dollars ont été mobilisés à Madagascar pour l'année 2025 selon le plan cadre de coopération 2024-2028. Alors que la zone de libre-échange continentale africaine, le ZLCAF, est entrée en vigueur depuis 2021, Madagascar tente de rattraper son retard pour tirer pleinement profit de ce vaste marché continental. Réunis à Antananarivo, acteurs publics et privés participent à un atelier stratégique visant à lever les principaux freins à l'intégration économique du pays en Afrique. Organisé par le gouvernement malagasy avec l'appui de la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et du Programme des Nations Unies pour le développement. Cet atelier de renforcement des capacités marque une étape clé dans la mise en œuvre concrète de l'accord à Madagascar. Les règles d'origine, les procédures douanières, instruments numériques comme le système panafricain de paiement ou encore la gestion des barrières non tarifaires, autant de leviers essentiels pour permettre aux entreprises malagasy de devenir compétitives à l'échelle africaine. Le programme des Nations Unies pour le développement aujourd'hui à Madagascar pour accompagner principalement le secteur privé mais aussi les membres potentiels du comité national d'implémentation de la ZLECAf dans la maîtrise des instruments de mise en œuvre de l'accord. En effet, on ne peut pas mettre l'accord en œuvre si on ne maîtrise pas ces instruments. Et les instruments qui accompagnent la ZLECAf ont l'avantage d'être des instruments pratiques, digitaux, qui pourront vraiment aider à l'opérationnalisation de la ZLECAf à Madagascar. Je voudrais citer par exemple la plateforme en ligne pour la notification et l'élimination des barrières non tarifaires. Cela veut dire un opérateur malagasy, quel que soit le lieu où il se trouve en Afrique, qui fait face à des barrières non tarifaires, a la possibilité de les adresser à travers cette plateforme. Il y a aussi des instruments importants comme les règles d'origine. Madagascar est très bon dans le textile et en février 2026, la commission des présidents ont adopté des règles d'origine sur le textile. 3 filières prioritaires pour la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo, venues approprier des mécanismes de la ZLECAf. Nous avons 2 secteurs dans l'industrie que nous accompagnons, ce sont les huiles essentielles, pour accéder au marché donc, de la santé, du bien-être et des cosmétiques en Afrique. Nous avons le secteur de la transformation de cacao, pour nous intégrer en fait dans les chaînes de valeur
de cacao africain. Nous avons regardé si c'est minime en Afrique. L'essentiel de la transformation se fait dans le Nord. Donc ça a du sens, on essaie de sensibiliser les entreprises à cette transformation de cacao. Nous avons aussi le textile, habillement et accessoires qui va en fait sublimer ce que vous avez dit tout à l'heure, des industries créatives. Depuis 2024, le marché de la ZLECAf est effectif pour Madagascar. La grande île espère accéder à un marché de plus d'1 milliard de consommateurs. L'exercice Recoport 2026 s'est tenu à Antananarive du 20 au 23 avril. Il s'agit d'un exercice destiné à renforcer le partage d'informations et la coopération en matière de sécurité maritime. Des acteurs issus de plusieurs pays de l'océan Indien et de l'Afrique, ainsi que des partenaires techniques soutenus par l'Union européenne, y ont participé. Plusieurs scénarios, notamment des trafics illicites et divers incidents en mer, ont été simulés afin d'évaluer la capacité de réponse face aux crises. Sandra Rakoutoarsan sur les images de Joël Andjiamparan. Dans un contexte maritime de plus en plus exposé à des risques diversifiés et en constante évolution, la mise en place de dispositifs efficaces de partage d'informations s'impose comme une priorité essentielle. Recoport 26 s'inscrit dans le respect des standards internationaux de sûreté maritime et portuaire avec pour objectif de renforcer la coopération entre États et d'améliorer la capacité collective à faire face à des menaces transfrontalières. L'Union européenne, c'est le premier partenaire des pays de la région en matière de sécurité maritime. Et ce séminaire, cette formation, cet exercice prend place dans cette coopération régionale qui a été soutenue par l'Union européenne depuis déjà une dizaine d'années. Et c'est passé notamment par la mise en place d'un système de transfert d'informations dans la zone de l'océan Indien et maintenant au-delà, qui permet d'améliorer la sécurité maritime dans la région. Et on travaille pour ça avec les États, dont Madagascar, mais aussi avec la Commission de l'océan Indien, l'Organisation maritime internationale, l'Organisation des ports. Et donc c'est un exercice pratique qui permet de mettre en œuvre un meilleur transfert d'informations pour une meilleure sécurité dans la région. 13 pays sont participants, donc c'est pas simplement la zone COI, mais aussi des pays de la côte est de l'Afrique. L'Union européenne, c'est 27 États membres. Sur les 27, il y en a 22 qui ont une façade maritime. Donc c'est un sujet important pour nous. Et puis évidemment, dans la zone de l'océan Indien, il y a ce partenaire important qui est la Réunion. Et au-delà de ce type d'exercice, l'Union européenne assure aussi une présence navale qui souvent fait escale au port de Diego. Et donc c'est une coopération qui a plusieurs facettes. Il s'agit d'un exercice de simulation sans déploiement sur terrain visant à tester la coordination entre États et le partage d'informations face à des menaces en mer. Réunissant à peu près 13 pays de la région de l'océan Indien et de l'Afrique, ainsi que des partenaires techniques soutenus par l'Union européenne et la Commission de l'océan Indien, l'objectif est de renforcer la coopération maritime, améliorer la réaction collective face aux crises telles que les trafics illicites, la pollution, les cyberattaques, le terrorisme maritime, et consolider les mécanismes de sécurité portuaire et maritime. C'est un exercice qui est vraiment fait pour des praticiens des différents pays pour qu'ils prennent l'habitude de partager des informations dans un format qui soit commun à tous les partenaires avec cette application qui s'appelle Ioris et qui est vraiment faite pour ça. Et donc c'est quelque chose de très concret. La deuxième édition de cet exercice, il y en avait déjà eu un l'année dernière ici même. Et donc ça permet d'approfondir et l'intérêt de ce type d'exercice, c'est aussi que les gens se connaissent entre eux. Il y a des gens qui sont venus vraiment de toute la région et ça fait toute une différence quand on connaît ses interlocuteurs
plutôt que de juste leur parler à distance. Recoport 26 apparaît ainsi comme un dispositif opérationnel essentiel pour renforcer les capacités régionales, améliorer le partage d'informations et consolider la préparation commune face aux situations de crise en mer. Et pour clore ce journal, le projet SANDJ réunit les entreprises privées afin de solliciter leur engagement. La commune urbaine d'Antananarivo entend poursuivre les différentes formations déjà engagées et recherche ainsi des appuis financiers pour les laboratoires d'innovation sociale ainsi que des opportunités d'insertion pour les bénéficiaires ayant suivi ces formations financées par l'AFD ou Agence française de développement. Le projet SANDJ arrivera à son terme à la fin du mois de juin. Toutefois, les labis poursuivront leur activité au-delà de cette échéance. Nalsour Ndiamasnour. La population serait composée de mères célibataires, dont une grande partie vit encore dans la précarité. Afin d'améliorer leurs conditions de vie, plusieurs d'entre elles ont bénéficié de formations proposées dans le cadre du projet SANDJ à travers les laboratoires d'innovation sociale ou LABIS. Selon les responsables du programme, 78% des bénéficiaires ont pu intégrer le monde du travail, soit en rejoignant des entreprises, soit en lançant leur propre activité. Au cours des 5 dernières années, 479 mères célibataires ont trouvé un emploi grâce au projet, tandis que 228 autres ont créé leur propre entreprise. Parmi les formations dispensées figure la remise à niveau en alphabétisation, ainsi que l'apprentissage de langues étrangères. L'illettrisme et le décrochage scolaire figurent d'ailleurs parmi les principaux critères de sélection. C'est notamment le cas d'Anita Ravulanirin, qui avait quitté l'école en classe de CE2. Aujourd'hui, elle dirige sa propre entreprise. Autrefois revendeuse de vitrines avec moins de 20 000 arrières de revenus quotidiens, elle affirme désormais générer jusqu'à 80 000 arrières de bénéfices par jour. La commune urbaine d'Antananarivo se dit prête à poursuivre cette dynamique à travers les labis déjà implantés dans la capitale. Ce deuxième forum des entreprises se veut également un appel au secteur privé afin d'intégrer les actions des laboratoires d'innovation sociale dans leur politique de responsabilité sociétale. Au-delà de leur insertion économique, plusieurs bénéficiaires s'engagent aussi dans les actions communautaires telles que l'assainissement des quartiers, l'obtention d'actes de naissance ou encore la lutte contre l'alcoolisme et la drogue. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Merci également à toute l'équipe qui se sont joints pour la préparation. Yansala Koutumalana sera parmi vous dans l'édition en malagasy à 19h30. Au revoir.